Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose de mener un petit calcul de radioprotection avec comme source une seringue contenant du technétium 99M. Alors, le technétium 99M, c'est sans aucun doute un des radionuclides les plus utilisés en médecine nucléaire, donc dans un aspect diagnostic, donc pour faire des scintigraphies. Et ce qui nous intéresse, nous, pour les calculs de radioprotection, ce sont les activités. Donc, voilà, on relève dans la littérature que les activités utilisées vont de 80 mégabecquerels à 800 mégabecquerels. En fait, c'est 8 mégabecquerels par kilogramme du patient. Donc, on va garder cette activité maximale, hein, ce qui est toujours intéressant dans des calculs de ce type. Euh, alors, on trouve hein, comme je disais, c'est un des radionuclides les plus utilisés en médecine nucléaire. Je vous conseille d'aller sur ce site Interactive IGIA qui recense de façon synthétique tous les radionuclides utilisés et puis voilà, les utilisations médicales qui sont utilisées, les types d'analyses qui sont menées, alors soit diagnostiques, soit thérapeutiques, hein. Voilà. Donc, et là, on voit qu'effectivement, le technétium, il est utilisé dans tous ces domaines-là. Voilà. Ceci étant dit, nous, on va s'intéresser à la radioprotection de l'opérateur, c'est-à-dire aux porteurs de seringues, hein, voilà, puisqu'on continue à les porter à la main, soyons clairs. On va prendre, alors comme paramètre, on va donc, comme on l'a dit, prendre 800 mégabecquerels de technétium 99M, et on prendra une seringue de rayon 0,5 cm et de longueur 5 cm. Alors, première question que l'on doit toujours se poser hein, lorsqu'on analyse un problème de ce type, c'est quelles sont les caractéristiques de ce radionucléide, quels sont les rayonnements à prendre en compte. Donc là, il faut aller sur le site LaraWeb. Et ce que l'on trouve sur le site LaraWeb, hein, ce qui est fondamental, c'est la table d'émission, ici, avec le schéma de désintégration. Donc, le technétium 99M, comme son nom l'indique, M c'est pour état métastable. Hein. En fait, c'est un état excité, ici à 142 keV, issu de la désintégration du molybdène 99. Et ce niveau excité à 142 keV, bah, il reste bloqué assez longtemps sur ce niveau-là, d'où le terme de métastable, avec une période de 6 heures. Hein. Et donc, on le considère comme un radionuclide à part entière, mais c'est un niveau excité du technétium 99. Voilà. Et lorsque ce niveau se désexcite, il fait une transition pour l'essentiel vers le niveau à 140 keV, qui lui aussitôt se fait sa transition gamma vers le fondamental en émettant, on le voit ici, un gamma de 140 keV. D'accord. Donc on peut considérer en première analyse que c'est un émetteur gamma quasi pur de 140 keV. Alors la question qu'il faut toujours se poser avec les radionuclides, est-ce que c'est vraiment un émetteur gamma quasi pur? Alors si on regarde d'un petit peu plus près, hein, là on voit par exemple que on a une intensité de 88,5% et non pas 100%. Pourquoi? Parce que les 12% qui manquent, en fait, c'est une transition vers le fondamental, mais par émission de conversion, ce qu'on appelle hein, les électrons de conversion interne. Voilà. Donc en fait, on a des émissions électroniques, hein, des transitions par électrons de conversion, notamment celle-ci. On a aussi des composants de bêta-, hein, le niveau excité à 142 keV et se désintègre bêta-, et le technétium 99 est un stable bêta-. Bon, ces composantes restent relativement négligeables. Et donc là encore sur la web, on trouve la table d'émission électronique, hein, donc vous voyez, il y a quand même du monde, hein, donc il n'y a pas que des gammas, il y a aussi des électrons, et pour l'essentiel, on a ces électrons monoénergétiques entre 120 et 140 keV. Et donc, et c'est important à savoir, c'est que ce sont ces électrons-là qui sont responsables de la dose en exposition interne. Comme la plupart du temps, ce sont les particules chargées qui, en exposition interne, vont faire la dose. D'accord. Alors, la question que l'on peut se poser hein, en analysant le problème, c'est est-ce qu'on a un risque d'exposition externe électron? Donc là, pour répondre à cette question, ben, on fait un petit calcul. Donc là, c'est fait avec le tableur IRM particules chargées. Hein, donc on prend des électrons de 140 keV, j'ai pris du plexiglas à 0,9 g par centimètre cube, et ça nous donne un parcours de 0,27 mm. Hein, donc en gros un quart de millimètre. Voilà. Donc ben, les électrons de 140 keV ayant ce parcours-là, si on considère des épaisseurs de seringue entre 1 et 2 mm, on en conclut qu'aucun électron ne sort de la seringue, donc il n'y a pas de risque d'exposition externe bêta. Voilà. Donc ça c'est fait.
Et donc, notre problématique, nous, ce sera un calcul en exposition externe gamma. Et pour ça, donc, on va prendre Dosimax GX. Donc, c'est parti. Voilà. Alors, vous allez voir, hein, c'est simple, hein, comme toujours avec Dosimax. Voilà, calcul des bits dose gamma X. Alors, pour modéliser la seringue, bien entendu, on prend la géométrie cylindrique. Le radionucléide, donc là, on choisit l'élément technétium. 99, il va apparaître ici. Il y a du monde M, voilà. Et puis, activité, on a dit 800 mégabecquerels, donc 800 mégabecquerels. On valide. On ne rajoute pas de radionuclide. On rentre tout de suite les dimensions de la seringue. Rayon 0,5, hauteur 5 cm. La matrice source, ben, c'est de l'eau. D'accord, c'est de l'eau salée, du sérum. Hein. Alors peu importe la masse volumique, hein, c'est un détail, hein, on va garder 1 gramme par centimètre cube. Et maintenant, on va calculer, hein, si on reprend ce scénario-là, ici, on va calculer sur le plan médian, ici, non pas sur l'axe de la seringue. Hein, on va pas la tenir comme ça. Donc la question que l'on peut se poser à ce niveau-là, maintenant, c'est le paramètre distance. Là, on peut rentrer les distances que l'on veut, entre 0 et 1 km. Donc, en formation, je pose une contrainte, je dis si on ne doit prendre que 2 distances, quelle distance caractéristique prendriez-vous, hein? Donc en général, on lance un petit débat que l'on va abréger. Voilà. Alors quelle distance prendre pour... Alors, je dis bien des distances significatives pour calculer le débit d'équivalent de dose. Donc, bien entendu, on va prendre 0 pour calculer la dose au point chaud, hein, la dose au bout des doigts, hein, c'est la dose maximale. Et ensuite, on prendra une distance de 30 cm entre la seringue et la poitrine du porteur. Et à cette distance-là, on peut considérer une irradiation relativement homogène du tronc. Donc, on aura une valeur d'estimation de H étoile 10 que l'on pourra prendre comme un estimateur de la dose efficace. Ce qui n'est pas le cas au contact, bien entendu. D'accord. Donc, c'est parti, on va remplir ce tableau tout simplement. Donc, on va commencer en 0. Alors, effectivement, on peut calculer à 0, hein, pour surprendre les gens. Alors, si on calcule au contact, voilà, on obtient comme valeur, alors comme disait un comique célèbre, on a à peu près 153 millisieverts par heure. Alors, une petite remarque, comme on va introduire des écrans d'1 millimètre d'épaisseur, en fait, on sera au contact de cet écran-là. Petite parenthèse, je chante la partie est-ce que le plastique de la seringue va jouer un rôle, on peut montrer que non. Voilà, pour les questions de temps, c'est 1 mm ou 2 mm de plastique avec des gammas de 140 keV, c'est comme rien, hein, ça n'a aucun impact. Bon. Mais on va rentrer cette distance d'1 millimètre pour mettre un autre type d'écran, on y viendra. Ce qui permet aussi de voir la variation du débit dose calculé avec un écart d'1 millimètre, hein, avec une variation d'1 millimètre. On a 153 millisieverts par heure, on s'éloigne de seulement 1 millimètre et on va arriver à 135, on peut arrondir à 136 millisieverts par heure. Donc ça fait une variation de l'ordre de 13%. Donc on voit la sensibilité, hein, le gradient de dose à ce niveau-là en fonction de la distance. Voilà. Ce qui montre aussi que le calcul reste assez délicat. Hein. Okay. Donc voilà pour cette valeur que l'on va reporter dans notre tableau. 135 millisieverts. Alors, pour montrer que ce calcul-là tient le choc, j'ai fait un calcul avec RxPer, hein, code Monte Carlo, voilà la seringue, voici donc là c'est un tracking, hein, on voit tous les photons, tous les gammas qui sortent, hein, avec des angles parfois élevés, avec notre dosimètre ici, et on a 136,4 millisieverts par heure. Donc 136 millisieverts pour 135 millisieverts avec Dosimex, donc voilà, l'écart n'est pas significatif, ce qui valide le résultat. D'accord. Alors, est-ce que c'est beaucoup maintenant, hein, toujours mener cette analyse après avoir obtenu un résultat sur un plan radioprotection, cette valeur-là, est-ce que c'est beaucoup? Alors, attention, on donne du H étoile 10, mais là,
C'est effectivement c'est un équivalent de dose dans les doigts, mais c'est pas un estimateur d'une dose efficace. C'est la dose au point chaud, on peut appeler ça une dose extrémité. Donc, est-ce que c'est beaucoup versus la réglementation? On peut rapporter ça à la limite dose extrémité annuelle de 500 millisieverts. Et avec un tel débit de dose, ben, cette limite sera atteinte en 4 heures. Donc oui, c'est beaucoup. Donc si c'est beaucoup, il faut mettre en place des protections. Alors distance, temps, éloignement, ben là on va mettre distance, temps, distance, temps, écran, autant pour moi. Ben là on va utiliser des écrans. Et donc dans les hôpitaux, ils utilisent des protèges-seringues en tungstène de 1 mm d'épaisseur seulement, avec ici, au niveau de la graduation, vous avez du verre plombé, d'accord. Et donc, on va aller voir, on va aller calculer l'efficacité de cette protection biologique. Donc, on va faire un calcul maintenant, toujours à une distance d'un millimètre, hein, et ça, ce qui va nous permettre de placer cette protection. Donc, on retourne sur Dosimex GX, et maintenant, on va mettre en place un écran de protection. Alors, en tungstène, épaisseur 1 millimètre. Ce qui veut dire que là, alors, pour info, pour mémoire, hein, les distances que l'on met ici, c'est toujours entre le point de dose et la surface de la matrice source, hein. Donc, dans ce millimètre-là, on n'aura plus casé notre protection. Alors, on va prendre un écran cylindrique et on lance le calcul et on voit que l'on va passer de 135 millisieverts par heure, ce qui est, comme on l'avait dit, beaucoup, d'accord, à, alors est-ce que c'est efficace, 1 millimètre de tungstène, tic-tac, tic-tac. Le calcul est un petit peu plus long, hein, parce qu'il faut calculer les atténuations, les build-up, etc. Donc, on va y arriver. Je sens que mon ordi pédale un petit peu. Voilà. Et on arrive, alors attention aux unités, on est en microsieverts par heure, hein, on a 911 microsieverts par heure, c'est-à-dire 0,9 millisieverts par heure. Voilà. Hein, donc ça, on va remplir notre tableau. On a 0,9 millisieverts par heure. Alors si on fait si on passe un code réexpert dans cette configuration-là, hein, donc là on a mis l'écran de tungstène, on voit que quasiment aucun photon ne sort. À noter que les quelques photons qui sortent sont ici horizontales, hein, ils sont perpendiculaires à l'axe de notre seringue, hein, donc on en reparlera. Voilà, et puis et donc on trouve 1,3 millisieverts par heure. Hein, donc 1,3 pour 0,9. Il y a un écart, mais je reviendrai. Il n'est pas monstrueux, hein, d'accord, mais on a ici des calculs qui, je dirais, sont assez violents. On verra après pourquoi. Hein, donc voilà pour ce. Donc pour simplifier, ça valide notre calcul avec Dosimex. Hein. Alors maintenant, on peut calculer un facteur d'atténuation, hein, c'est-à-dire de combien divise-t-on le débit dose avec cet écran d'un millimètre de tungstène. On divise par 150, ce qui est quand même d'une efficacité redoutable. Hein. Donc en fait, il y a deux facteurs qui contribuent, c'est que le tungstène, c'est un matériau de Z élevé, avec, avec une masse volumique élevée, hein, 19 grammes par centimètre cube, et on est à 140 keV dans un domaine de faible énergie où on est en plein dans l'effet photoélectrique du tungstène, donc avec un coefficient d'atténuation élevé. Donc, et en réalité, on va voir, il y a une troisième raison qui fait que ce facteur est élevé. On va y venir. Donc maintenant, on va passer à 30 cm, d'accord. Donc pour les irradiations du tronc du porteur de seringue. Donc c'est parti. Voilà. Donc on va enlever l'écran. On va mettre ici, alors je vais effacer, comme ça on va voir, on aura mieux, d'accord. Donc on va mettre 30 cm. On lance le calcul. Alors bien sûr, avec l'effet d'éloignement, le débit dose est considérablement affaibli. Hein. Là, on est maintenant à 197, 198 microsieverts par heure. D'accord. 198. Alors, 198 microsieverts par heure, est-ce que c'est beaucoup, hein? On va encore se poser la question. Voilà, donc on va remplir notre tableau, 198. Calcul réexpert, on est à 100, on est à 190. Hein, donc on a un écart de 4%. Donc là encore, le résultat est vraiment validé à 4% près. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Ben, là encore, oui, parce que
sur une limite de 20 millisieverts par an avec une centaine d'heures, vous y êtes, hein, donc c'est beaucoup. Donc là encore, la protection en tungstène est indispensable. Alors, à ce niveau-là, on pourrait essayer d'estimer le débit dose avec la protection en tungstène sans faire un calcul dosimax. Pourquoi? Parce qu'on a le facteur d'atténuation. Donc il semble légitime de dire, écoutez, maintenant 30 centimètres avec la protection en tungstène, on peut s'attendre à obtenir 198 divisé par 150, c'est-à-dire à peu près 1,3 millisievert. Alors, est-ce que c'est le cas? On va vérifier. Donc on remet notre protection en tungstène. C'est parti. Donc, rappelez-vous, on attend 1,3 millisieverts par heure. D'accord? Et on obtient, suspense, insoutenable. Sentez bien que si je pose la question, c'est qu'il y a un loup. On obtient, tic-tac, tic-tac. Alors c'est toujours un petit peu plus long hein, quand on fait un calcul avec écran. On obtient 3,8 microsieverts par heure pour 1,3 dans notre calcul préalable. Hein. Voilà. Donc, on va le noter. Donc on va lancer le calcul. On obtient 3,8 microsieverts par heure. Avec RxPER, on a 4,4, hein, donc un petit écart, mais qui n'est pas très significatif. Et là, par contre, si on calcule maintenant le facteur d'atténuation, on a 52. D'accord? Donc, parce qu'on pourrait dire, bon, on attendait 1,3 avec un premier calcul, on a 3,8, mais c'est pas, voilà, on a considérablement atténué le débit dose, on a quelques microsieverts, on ne va pas chipoter. Non, non, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette configuration-là, le facteur d'atténuation est passé de 150 à 52. Donc, le même millimètre de tungstène, le même écran de tungstène, est 3 fois moins efficace, ce qui est quand même surprenant. Donc, alors là, quand on a un écart d'un facteur 3, est-ce que c'est beaucoup? Oui, oui. Un écart d'un facteur 3, c'est toujours beaucoup. Alors, la politique des écarts, c'est que lorsqu'on juge qu'un écart est significatif, toujours se poser la question pourquoi, chercher l'origine. Et en général, voilà, mon expérience m'a montré que lorsqu'on creuse un écart et que l'on comprend d'où provient un écart, on a appris quelque chose. Donc cet écart-là, ben, il est légitime. Hein, on aurait pu penser que c'était une erreur du code ou ce qu'on veut. Ben, non. Alors, quelles sont les raisons d'un tel écart en termes d'atténuation? Alors, en général, en formation, je laisse les gens réfléchir. On parle de build-up, de diffusion. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est un effet purement géométrique qui est lié à l'angle d'incidence des rayonnements dans l'écran. Vous voyez, là, je modélise ma source volumique avec mon écran. Je prends alors la source, quand on fait les calculs, on la divise en éléments de volume, en voxels. Et si on prend un élément de volume sur l'axe central, ici, ben, le trajet parcouru par le photon vers le point dose, ici, ben, c'est effectivement, ça correspond à l'épaisseur nominale de notre écran, ici 1 millimètre. Maintenant, si on prend un élément, tant pour moi, si on prend un élément de volume un petit peu qui s'éloigne là de l'axe central, eh ben, on se rend compte que l'écran, on l'attaque en biais. D'accord? Donc, ben, on a ici une épaisseur traversée effective supérieure à 1 millimètre. Et si le point de dose se rapproche, voilà, si on calcule sur un point de dose qui est plus près, à partir du même élément de volume, ben, on voit simplement que l'épaisseur réelle traversée par ce photon-là, elle est vraiment très supérieure à celle-ci. Et comme on joue avec des exponentielles, ben, on peut obtenir au bout du bout, effectivement, un écart d'atténuation d'un facteur 3. Ce qui montre au passage que lorsqu'on se rapproche de cette source-là, l'écran est de plus en plus efficace, ce qui est un avantage. D'accord? Ce qui contre un petit peu l'effet de rapprochement. Donc voilà pour cet effet particulier. Hein, et, on le voit avec une petite simulation RxPER hein, sur 1 millimètre sur un plan. Hein, on voit les photons ici de 140 keV qui arrivent, on a notre millimètre. On voit que la plupart des photons ne traversent pas, il y en a très peu. Alors pour info, le libre parcours moyen des photons de 140 keV dans le tungstène, c'est un quart de millimètre. Donc ici, 1 millimètre, c'est 4 libres parcours moyen, donc c'est beaucoup, c'est une cible épaisse en vérité pour ces gammas-là. Et si on penche notre écran là vis-à-vis de ce faisceau là de photons parallèles, ben, vous voyez qu'effectivement là l'épaisseur effective traversée pour tous les photons c'est 1,5 mm.
Donc c'est beaucoup plus, et là il n'y a plus aucun photon qui traverse. Alors il y a bien des photons qui ont sans doute parcouru plus d'un millimètre, mais eh ben voilà, quoi, l'épaisseur effective, elle est supérieure à un millimètre, il ne passe pas, hein. Voilà donc pour cet effet géométrique qu'on peut retrouver dans d'autres situations, hein, alors c'est pour ça, je dis souvent, pour mener ces calculs-là, alors sur nos sources ponctuelles, on n'aurait pas ce type de problème, mais dès qu'on a des sources étendues, volumiques, surfaciques, on va tomber sur des problèmes de ce type. D'accord? Voilà. Alors, dernière question. Et si on utilisait le fluor 18 au lieu du technétium, c'est-à-dire que le matin, l'opérateur arrive, on lui dit, tiens, c'est plus du technétium 99M, c'est du fluor. On va prendre un scénario avec 800 mégabecquerels à 30 centimètres avec le protège-seringue. D'accord? Alors, pour mémoire, hein, enfin, pour info, en général, avec le technétium, les activités sont un peu plus faibles, mais on va travailler la même activité. Donc, on pourrait dire, bon, ça va peut-être, ça va être différent, mais on va rester dans les mêmes ordres de grandeur, donc il n'y a pas de problème. Alors juste, hein, alors on pourrait développer, hein, pour le fluor 18, d'accord. Si on fait un dernier petit calcul, donc on recommence, on reprend notre cylindre, hein, juste pour montrer que bah, ça va vite, hein. On prend le fluor 18, on reprend 800 mégabecquerels, voilà, tac, on valide, on n'oublie pas les dimensions. Donc le risque de se tromper avec un code, c'est de se planter sur les paramètres d'entrée, hein. Donc toujours être vigilant. On prend de l'eau, on se met ici, à 30 centimètres. On met notre écran de protection en tungstène de 1 millimètre. Et là où on avait à peu près 4 microsieverts par heure, on pourrait dire, bon, peut-être 2-3 fois plus, au pire, allez, soyons fous. Hop, on va prendre l'écran cylindrique, j'ai failli me tromper. Posez-vous la question, arrêtez la vidéo, parce que ça sera du même ordre de grandeur, un petit peu plus ou beaucoup plus. Vous me voyez arriver à nouveau. Ben, effectivement, là où on attendait quelques microsieverts, on a 1156 microsieverts par heure. D'accord? Donc on revient dans les on revient dans les millisieverts par heure. Donc voilà. Tout simplement parce qu'on a changé d'énergie, ça change tout. D'accord? Voilà pour cette petite vidéo. Et puis, bah, j'essaierai d'en faire d'autres avec des calculs, des scénarios réalistes, assez rapides si possible. Voilà, merci de votre attention.